depuis plus de 5 ans. Entre deux chaises de métal, la force révolutionnaire dans le balado de divertissement sportif. Le podcast de lutte terminé par moi, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Cross the line! Un de nos rares reviews de TNA. Puis, spoiler alert, ça va être un des rares tout le long. Ils vont rester rares. Ouais, exactement. Ben, c'est parce que l'affaire avec TNA, c'est que on dirait que nous autres, on est tellement nés dans une époque WWF, puis là, AEW, je pense qu'ils sont là assez longtemps pour être capables d'aller nous chercher plus aussi. Je pense que la TNA ont des meilleurs lutteurs qu'à l'époque de TNA aussi, mais pourtant, TNA, ça fait longtemps qu'ils sont là, mais j'ai l'impression que c'est dur quand tu es né WWF, WCW, d'aller vers d'autres choses après, de vraiment être autant fans qu'au début. Ouais. Mais comme je disais, on disait tantôt avant d'enregistrer, c'est beaucoup de similitudes entre un show comme ça et un show d'AEW aujourd'hui. Puis j'adore AEW, là, fait que c'est pas un dépaysement tant que ça pour moi, mais aussi, comme j'ai dit avant d'enregistrer, c'était ça. Un des plus je le faisais, c'est genre, c'est bon, mais il me semble qu'on aurait pu parler de WBR 90 à la place. Ouais, mais ça dépend aussi de ce que tu aimes, mais ouais. tu sais, il y a des gens que. Ben, je pense qu'à cette heure, avec Internet, tout le monde sait un peu d'où viennent les personnes, mais c'est intéressant de voir que les Samoa Joe de ce monde, puis Christopher Daniel, mettons, tu le vois à AEW faire des apparences, tu fais comme, c'est qui lui, mais Christopher Daniel, il est important dans la lutte, il a fait des affaires là, incroyables. Ben ouais, c'est tout un lutteur, Christopher Daniels. C'est un des meilleurs X-Division wrestlers de TNA de tous les temps, dans le top 10 facile, même top 5 pour certaines personnes. Ouais, top 5. Ouais. Fait que non, pour vrai, c'est fun de le voir autre que manager d'aujourd'hui, à Ring of Honor puis AEW des fois. Là. Ouais. Mais tu sais, il n'est pas jeune non plus. Il est rendu à 52 ans, 53 peut-être. Ouais, il est plus très jeune. Non, c'est ça. Puis tu sais, même quand AEW a commencé, il était avec Scorpio Sky, puis c'était qui l'autre? Kazarian. Puis tu sais, déjà là, on était comme, OK, c'est cool, Christopher Daniel, mais déjà là, il était pas mal comme à la fin de sa run. Là, fait que... Ouais, c'est ça. Temps de passer à la torche un peu. Là. Ouais, parlant de torche, non, ça n'a pas rapport, mais c'est quoi les podcasts qui sont disponibles qu'on a fait dernièrement? Ben, le dernier podcast qu'on a fait, c'était... Ben, il n'est pas là. C'est SmackDown! Pas le... attends. Je pensais que j'avais fini avec ça. Le dernier... Non, c'est pas vrai, pas le dernier. Ouais, mais pas le premier parce qu'il y a eu avant le pilote, mais le deuxième premier... le premier SmackDown pas pilote. 26 août 99. J'ai tellement dit souvent que je n'ai même pas besoin du thumbnail, je me rappelle la date. Exactement. Après ça. Et à travers la table, la semaine passée, on a eu quand même un gros show à travers la table avec deux invités. On a eu Katrina Creed qui était au podcast et on a aussi eu Casey Austin, le cowboy qui est venu au podcast. C'est un très beau programme. Ouais, allez voir ça, c'est disponible partout sur Facebook, Apple Podcast. On ne vous dira pas c'est qui. Si vous écoutez le podcast en direct, demain sur les réseaux sociaux, l'invité va sortir pour mardi. Fait qu'allez voir ça partout. Puis évidemment aussi, il y a eu l'événement avec Jake qui avait lieu au moment d'enregistrer le podcast. C'est à soir, mais au moment d'écouter le podcast, c'était hier. Fait que voilà. Allez voir ça. Je pense que c'est disponible sur leur page LWA puis aussi WC. Qui est quoi, Marco, déjà? Is the only way. Non, c'est quoi le nom de CNC déjà? Connect and Collect. Non, contraire. Collect and Connect. Et voilà, parfait. Fait qu'allez voir ça.
Je veux faire un. Habituellement, on en parle le mardi, mais je vais le dire. Je vais le dire cette semaine, mais si vous êtes des collectionneurs et que vous allez dans les Walmart du Québec, les LGN sont arrivés. Ah ouais, nice. Donc, à mon Walmart à côté, il y avait Austin qui était là. Bon, c'est pas tout le monde qui veut acheter l'Austin. Moi, je suis plus un gars de old school. J'aime mieux les vieux bonhommes pour ces bonhommes-là. Mais il y avait Austin qui était là. Puis ils ont des nouvelles figurines aussi que ben, j'ai pas acheté. Là, je vous spoil pas qu'est-ce que je vais vous présenter mardi, mais c'est pas ce que j'ai acheté, mais j'aurais pu l'acheter. C'est une genre de petite figurine. C'est Street Fighter. C'est ça, hein? Ah oui, avec genre Blanka qui est le Warrior, puis Guile qui est cool. Warrior était là. Warrior était là. Mais non? Être là-bas, je ne jetterais pas. Je serais pas. C'est Warrior, mais c'est pas Warrior. Okay. Fait que je serais très près de moi. Puis je suis pas un gros fan de Street Fighter assez pour ça, mais c'est cool pareil. Là. La version qu'ils avaient faite avec AEW une couple d'années avec les Bucks puis Omega, je les ai achetés les trois, là, puis ils sont vraiment, vraiment nice. Puis tu sais, ça fit un peu avec eux autres parce que c'est des geeks, là. Fait que, Puis il y a beaucoup de crossover aussi avec les figurines de WWE puis des affaires comme les Tortues Ninja, il y a Street Fighter, pour vrai, Masters of the Universe aussi. Fait que c'est cool pour WWE, pour vrai, les figurines, ils ont beaucoup de diversité. Exact. Puis, ben c'est ça, tant mieux si les LGN commencent à arriver au Québec, ça veut dire que vous allez pouvoir vous en procurer. Ben, ça reste le même prix, là, c'est 40$ avant taxe, mais 39$ avant taxe. Mais ça vaut la peine pour ces bonhommes-là. C'est des très belles figurines. J'en ai une, justement, que je me m'étais procuré. Hulk Hogan. Hulk Hogan. C'est ça, petite parenthèse. On est prêt pour le rétro review du podcast, mon cher TJ, non? Ben oui, mais avant ça, il y a de quoi, là? Ah, t'as des notes sur le show, c'est ça? Tu veux qu'on en parle un peu du show? Mais non, avant ça, il y a d'autres choses, là. Eh bien oui! Le segment populaire que tout le monde adore et raffole dans la vraie vie! Je veux juste dire de quoi, là. Vas-y, coupe-moi la parole. C'est pas le segment que le monde adore. Le monde adore que je sois fâché que le segment joue parce que le monde aime ça quand je suis pas content puis qu'il aime ça en le fond, il aime ça me détester. C'est ça l'affaire. Ben non, tu prends trop ça personnel. C'est pas ça, c'est parce qu'on dit d'affaires autres que la lutte qui est intéressant à savoir à part ça. C'est pour ça que le monde aime ça. Là. On m'attaque, TJ, de partout. Mais ça, c'est de ta faute un peu. Là, tu sais que je suis un bon gars et que tu mérites pas ça. Bon, on peut passer au segment, là. Je pourrais mettre un sort d'effet, mais je le ferai pas. Voilà. C'est le segment dans la vraie vie. Je Marco, c'est la culture populaire en taux de Chococo aujourd'hui, qui est évidemment TNA Unbreakable 2005. Donc, chanson numéro 1 en Amérique du Nord. OK. 2005. Voilà. Ah, OK, t'as des choix de réponse. Ben oui, c'est vrai. Excuse, mais j'étais comme l'ancienne version. Ouais. Est-ce que c'est A, Let Me Love You de Mario? Je sais pas si c'est le fait. Luigi a fait un tournoi avec, mais en tout cas. B, Hollaback Girl de Gwen Stefani. Ou C, We Belong Together de Mariah Carey. Pas elle. Je vais dire, les deux premières tunes, je les écoutais quand même pas mal dans ce temps-là. Je vais y aller avec Hollaback Girl de Gwen Stefani parce que Gwen Stefani, c'était son premier album solo après No Doubt, si je me trompe pas. Ouais, je peux en faire le même. Je pense que tu as raison là-dessus, mais sur la réponse. Et non, c'était We Belong Together de Mariah Carey. Ah, mais voyons donc, il n'y a personne qui écoutait Mariah Carey là, en 2005. C'est bon, Mariah Carey, c'est pas mauvais. Là. Ouais, on écoute ça au mois de décembre, c'est tout, là. Mais non, pas la All Christmas is You, là, en tout cas. En tout cas, je veux pas faire du body shaming, mais elle n'embellit pas. Hein. Ben là. Je viens d'en faire, ouais. Elle pourrait dire pareil sur Twitter, ça te connaîtrait, mais bon, c'est correct. Chanson numéro 1 au Québec. Les vu celle-là. Elle est bonne. Elle est un peu vraie aussi, là, mais bon. Chanson numéro 1 au Québec. Est-ce que c'est A, Junkie de toi de Annick Jean? Est-ce que c'est B, Un ange qui passe d'Annie Villeneuve? Ou est-ce que c'est C, Grand champion international de course des 3 accords? Ils viennent de sauver le top 3 parce que, m'a dit, les deux premières, c'était pas. On y allait avec les 3 accords, là, le plus populaire. Là. Voyons. J'aimerais dire que je suis d'accord avec les 3 accords, mais. Quoi? Et non, c'était Un ange qui passe, d'Annie Villeneuve. Ouais, d'ailleurs, elle est juste passée, elle n'est pas restée. Hein? C'est elle ou c'est Suzy qui sort avec Guillaume Latendresse? Ben, il n'y a personne qui sort avec. Là. Il y a 3 fois qu'il divorce depuis. Là.
Mais sortait, c'est qui des deux qui était avec lui? C'est Annie, right? C'est Annie, je pense, oui. Ça, c'est Suzy qui chantait, là? Ou Annie? Non, ça, c'est Annie Villeneuve qui chante. C'est la plus populaire des deux, je pense. Ouais, il était peut-être avec Suzy, finalement. En fait, je sais pas. En tout cas, peu importe. Les deux sont pas bons. Annie puis Guillaume, je parle, pas Suzy. Suzy, j'ai rien contre. Ouais. T'as rien pour non plus, j'imagine. Non, surtout. Parfait. Film numéro 1 au box-office. Est-ce que c'est A, L'exorcisme d'Emily Rose avec Jennifer Carpenter? Est-ce que c'est B, Hitch avec Will Smith? Ou est-ce que c'est C, Madagascar avec la voix de Ben Stiller? Bon, mon film préféré des trois, c'est Hitch, que j'ai beaucoup apprécié, mais je vais y aller avec Madagascar parce que c'est un film d'enfant et c'est populaire. C'est populaire, mais pas à ce moment-là. C'est L'exorcisme d'Emily Rose. Ben voyons donc. Ça n'a pas de sens, ton quiz, là. C'est pas bon. Tu ma source? Je vais te le montrer après le podcast, ça me dérange pas. Non, je veux pas ta source, je te dis que c'est pas bon. C'est pas normal que ça soit pas... C'est pas... L'idée là-dedans, c'est pas que le film soit bon ou mauvais ou whatever, c'est qu'il soit populaire à ce temps-là de sa sortie le week-end du podcast qu'on fait. Non, mais je pas le sais podcast quel qu'on fait, mais le week-end qui est podcast qu'on sorti. review. Ben, je sais bien que tu le sais pas, c'est pour ça que je pose des choix de réponse puis que c'est un questionnaire, c'est ça? Bref, as-tu déjà vu le film L'exorcisme d'Emily Rose? C'est bon? J'aime mieux le premier exercice. Là. Ouais, ok. Jeu vidéo sorti alentour. J'attendais ta blague, j'avais l'impression que tu avais ta face de gars qui allait faire une blague poche. J'en avais pas. C'est ça, j'ai continué. Jeu vidéo sorti alentour. Est-ce que c'est A, Mortal Kombat Shaolin Monks sur Xbox et PS2? Est-ce que c'est B, Resident Evil 4 sur GameCube? Ou est-ce que c'est C, Tekken 5 sur PS2? C'était à quel mois là, que ce pay-per-view-là? Ça, c'est septembre 2005. Ok, fait que Mortal Kombat, Tekken, c'est quoi l'autre? Resident Evil 4. Fuck. Là, je veux faire le contraire de tout ce que j'ai fait comme réponse avant. Fait que je vais, en place de faire le contraire, puis je vais me faire avoir, je vais dire Resident Evil. Et non, c'est Mortal Kombat Shaolin Monks sur Xbox et PS2. Si je t'en ai. C'est pas grave. Le but de l'exercice, c'est pas vraiment que tu aies les bonnes réponses, c'est de dire c'est quoi les affaires. Parce que moi, après ça, j'ai quasiment un mois d'insomnie après ça, quand je réussis pas. Je pourrais arriver et dire le film, c'est ça, la chanson, c'est ça, mais c'est plus le fun de faire deviner puis une petite affaire de même avant. Hein. C'est plus le fun de me faire fâcher, surtout. Ben non, c'est pas pour ça que je fais ça. Dans le monde du sport, Marc Messier annonce aux ondes d'ESPN qu'il prendra sa retraite de la NNH. Et sur le PWI Magazine du mois de septembre 2005, il n'est pas là. C'est Lita Edge, Kane, Matt Hardy et Snitsky qui font le cover. Évidemment, à l'époque où Lita était avec Edge et contre Matt Hardy. Donc voilà. Et pour terminer, les champions en puissance. À TNA, les champions sont Raven, champion mondial, X-Division et Christopher Daniels, l'ange déchu. Et les tag team champions sont les Naturals. Pendant ce temps-là, à WWE, champion du monde est Batista, champion de WWE et John Cena, champion intercontinental est Nature Boy Ric Flair, champion des États-Unis est Chris Benoit. Et les tag team champions à Raw sont Katie Murdoch. Et les champions par équipe à SmackDown sont Warrior Animal et Aiden Reich. Et pour terminer, championne féminine est Trish Stratus. Donc alors voilà, c'était dans la vraie vie. Merci d'avoir participé. C'est drôle que les champions, ce soit Kate puis Murdoch, parce qu'on en a parlé mardi passé à travers la table. Je sais bien. Tout est dans tout. Exactement. TNA Unbreakable est le premier événement de ce nom. Il a eu lieu le 11 septembre 2005 en direct du TNA Impact Zone d'Orlando en Floride, avec une foule dans la place de 775 personnes. C'est un petit studio, c'est pas... Ouais. C'est fou parce que quand j'ai écouté TNA cette année qui breakait des records d'assistance, je me disais toujours qu'il y avait plus de monde à l'époque, mais c'était tellement condensé puis bruyant que c'est ça. C'est ça. C'est un peu comme Battle War, je te dirais. Comme un dôme, là, ouais. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de monde, mais la foule est pacte puis ils font beaucoup de bruit pareil. Là. C'est la même style que Battle War, je te dirais. Bref, il y a un pre-show avant le gala avec 2 combats. Dans le premier match, Cassidy Riley
Et Gerald Clark ont un no contest quand le Alpha Male Monty Brown est arrivé pour les attaquer les deux. Et dans l'autre match, Shark Boy a battu Mikey Batts. Ça, c'est des noms qui ne vous disent rien, mais c'est des noms qui me disent de quoi à moi quand j'écoutais TNA avec Marc Blondin à l'époque à la télévision. Mikey Batts puis Gerald Clark, c'est le monde qui avait tout le temps à Impact. Ouais, c'est vrai. Et le spectacle commence par un message indiquant que cet événement est dédié à l'esprit indomptable du peuple américain, évidemment, 4 ans avant jour pour jour avec le 11 septembre. Mm-hmm. Puis avant de continuer là-dessus, est-ce que tu te souviens ce que tu faisais quand le 11 septembre 2001? J'étais dans un cours d'histoire au secondaire. C'est fucké parce que j'étais un cours d'éducation physique au secondaire. Fait que voilà. Puis c'était spécial quand même, là. Quand que le cours t'arrête en plein milieu du cours, le prof t'arrête en plein milieu du cours pour que tout le monde s'assoie puis qu'il parle de ça. Puis en 2011, 2001, on avait quoi? 15-14 ans peut-être? 14-15 ans. Fait que c'est pas comme si on comprenait tout non plus. Fait que de se faire arrêter en plein milieu du cours pour se faire dire ça, c'est comme bizarre un peu. Puis je me souviens parce que c'est arrivé à peu près vers quoi le matin? Ouais, c'est arrivé peut-être vers genre 10h le matin à peu près. L'après-midi, on n'avait plus d'école. On est rentré à la maison. Le lendemain, il y avait congé aussi, puis on est retourné, je pense, 2 jours après à l'école. En tout cas, moi, c'était le même. Je ne sais pas si de ton côté, c'était ça. Moi, je pense pas. Moi, je pense que j'avais été à l'école pareil. Moi, pas mal sûr que oui. Ouais, Okay. Mais je pense qu'il y avait le lendemain ou l'après-midi, il y avait une conférence dans la salle dans grande pièce. Là. Mais sinon, on pense qu'on avait l'école pareil après. OK. Bref, c'est ça. Fait que TLC utilise la musique de Monday Night Football pour sa vidéo d'ouverture, puis ça fête quand même. C'est quand même drôle. Et ça parle des combats de la soirée. Ça se termine avec Are you ready for some wrestling? Et après ça, on a Mike Tenay et Don West, les commandants de la soirée, qui nous souhaitent la bienvenue. Et on va au ring. Après ça, pas après ça, on a le match numéro 1, les Diamonds in the Rough contre 3 Live Crew avec l'arbitre du match, Slick Johnson. Slick Johnson, vous vous souvenez, il était à la WCW avant. Puis Diamond in the Rough, ben, David Young, Alex Skipper, puis Simon Diamond, qui était Simon Dean, à la WWE. Non, Simon Diamond, c'est pas Simon Dean. Ah, c'est pas Simon Dean, non, c'est vrai, t'as raison. Il s'appelait Irish Pat Kenny à TNA. Ouais. Est-ce que je me suis trompé? Et le 3 Live Crew et Run the Truth Killings, qui n'a pas changé en 2001, puis qui paraît, à part qu'il n'a pas de cheveux aujourd'hui, il est pareil. Ouais. Puis avec BG James, qui est le Road Dogg, et Conan, qui est Conan. Exact. Après les intros OG de Conan et de BG James, on commence le combat avec BG et Alex Skipper. Alex enchaîne les coups de pied et s'attaque aux jambes de James. Il continue avec un snapmare et un coup de pied puissant dans les omoplates de son adversaire. Pour ça, Alex donne un coup de pied à la tête puis va dans le coin, dans les cordes, mais BG esquive et place une série de ses coups de poing fétiches. Et c'est suivi de son shaky knee drop pour un compte de 2. Double relais avec Young et Killings. Coup de coude en équipe où Ron et BG dansent et piétinent ensuite Young. Et après ça, Killings fait le tag à BG et qui rue Young le coup de poing. Simon entre dans le match et gifle le Skipper pour le motiver. Ça semble fonctionner et les diamants bruts prennent l'avantage sur James. Ils le malmènent dans leur coin et Simon prend le contrôle. Coup de coude de Diamond et tentative de tomber pour 2. Éventuellement, il y a une collision dans le milieu du ring avec James et Diamond. Et Conan et Young prennent le relais. Conan il va d'un bon vieux DDT sur Helix. Et bras à la volée sur Simon. Et Keller, après ça, il va de sa corde à linge en roulant. Et sur Diamond, il lance son soulier à David Young. Et un facteur X plus tard. Et c'est tout pour le match. Le 3 Live Crew l'emporte. À l'époque, j'étais content de revoir Conan parce que c'était c'est pas mon lutteur préféré, mais j'ai toujours trouvé divertissant. Puis j'aime ce qu'il apporte dans un ring en tant qu'énergie. Road Dogg, ben évidemment, New Age Outlaws a toujours été un de mes boys. In-ring, là, en dehors du ring, là, en tout cas, quand je vois les entrevues, il me tape un peu ses nerfs, Road Dogg, là, mais je veux dire, pour ce qu'il amène dans un show télé, c'était correct. Là. Puis, j'ai jamais été un gros fan d'R-Truth hors WWE, bien honnêtement. Là. Sinon, Alex Skipper, on n'en parle pas assez souvent, mais c'était une grosse révélation pour TNA à l'époque. Ouais. Puis pour le match en tant que tel, match correct, divertissant, mais avec tout ce qu'il va y avoir dans la soirée, c'est un match qui passe un peu sous le radar selon moi. Là, mais... Ouais, moi je trouve que c'est un match très moyen pour commencer le show. Puis que c'est pas le meilleur choix pour commencer le gala. Non. La seule raison pourquoi je verrais que c'est un bon choix,
c'est parce qu'il y a BG James et Conan pour faire embarquer la foule avec leur promo de début de match, là, whatever, de show. Ouais. C'est la seule raison que je verrais. Sinon, il y a des matchs après ça qui mériteraient bien plus d'être le premier match à soirée, surtout le match après. Là. Ben, c'est ça, mettons que tu aurais pu switcher 1 puis 2, mais je pense que le match d'après, le problème, c'était plus le nouveau charisme. En tout cas, dans ce temps-là. Là. Ça, puis le fait que c'est pas des lutteurs vraiment TNA. Là. Ouais, puis ils sont pas connus à ce point, à ce moment-là de leur carrière. Là. C'était plus un showcase que d'autres choses. Là. Fait que, mais bon, exact. pas grave. Je laisse ce match-là 2. Même note 2. Il est là, puis c'est pas mal ça. Ça mais, tu sais, 2, dans cette carte-là, 2, c'est quasiment bon. Là. Ouais. Puis j'aurais pas eu de peine de s'arrêter dans le pre-show. Ouais. Ah non, en fait, je l'aurais. Ben, ouais, tu pouvais pas comme pas le mettre parce que tu avais des gars qui avaient eu des carrières avant. Là, fait que t'as pas le choix. Ouais, je comprends. OK. Des problèmes vont commencer les prochaines semaines avec le Tree Life Crew à cause d'un certain Kip James, puis qui évidemment Billy Gunn, qui était son nom à TNA. Et bientôt, Conan va se tourner sur BG pour la fin du groupe. Rien à signaler pour les Diamonds in the Rough qui vont juste être là pour faire des matchs puis pas mal juste ça. Ouais. Et d'ailleurs, Road Dogg et Billy Gunn sont de retour ensemble sur la route pour des conventions. Fait que si vous voulez les booker, ben, puis vous avez de l'argent, allez-y. Ouais. Puis on parlait de Skipper tantôt, qui était quand même un gros nom pour TNA à l'époque. Là. Ben, allez voir, si vous l'avez jamais vu, ce spot-là, allez voir le spot où il fait qui marche à la cage, qui fait le Hurricane à Chris Harris là, dans le combat de cage à TNA. Là, si vous n'avez jamais vu ça, vous allez capoter. Lockdown, le pay-per-view. Ouais, parce qu'il y a des combats de cage. Ouais, exactement. Et voilà. TNA et West, après ça, nous montrent ensuite ce qui s'est passé dans le pre-show avec Monty Brown. Après, Judge est venu pour parler avec Monty Brown, puis ils sont presque venus au coup, mais Kip James est venu pour arriver et calmer les deux. Ouais, voilà. Et après que Brown et James ont quitté, Jeff Hardy est venu attaquer Jarrett, mais quand il a voulu utiliser une chaise, James est revenu, il a sorti Double J du ring. Puis cette invention de Mike et Don, et ensuite on va au ring pour le match numéro 2. Austin Aries contre Roderick Strong, avec l'arbitre du match, Rudy Charles. Wow. Et dans un fun fact, à l'époque, en même temps qu'ils faisaient ce show-là, ben, les deux étaient dans le Ring of Honor, dans le même groupe, qui était Generation Next, qui avait aussi Matt Sydal avec eux. Donc, voilà. Ils se connaissent bien là, dans ce match-là. Lock-up avec Harris qui enchaîne avec une prise de tête et du travail au sol. Strong revient et applique une prise de bras et ensuite une clé de poignet. Et ça, Harris renverse avec un headlock, mais Strong s'en dégage et Harris passe un dropkick après. Harris met Strong au sol, et pas longtemps après ça, autour de Strong de le mettre par terre, il tente sa version du Boston Crab, le Stronghold. Mais Austin Harris s'échappe. Renversement de Monkey Flip d'Austin sur Roderick Strong, avec Roderick qui finit par l'attraper pour lui faire un brise-côte. Il le garage dans le coin de façon spectaculaire. Il obtient un compte de 2 là-dessus. So, Strong il va d'un backbreaker. C'est sa marque de commerce, les backbreakers. Strong applique après une prise de soumission où il tient les bras d'Harry et utilise ses jambes pour le mettre derrière la tête. Fait qu'après ça, Harry essaie de tomber par l'arrière pour le piner. Ça fait juste un compte de 2, mais c'est pas suffisant. Harry se relève, mais encaisse un superbe dropkick de Roddy. 1-2 kick-out de Double A. Après l'échange de coups avec Harry qui gagne la bataille, Running Elbow et suivi de tentative de tomber pour 2 pour Harry. Et Running Elbow qui était. C'est toi qui le faisait, c'est Kevin qui faisait le Running Elbow. Ouais. C'est le genre. Elbow. Moi, je faisais tout le reste du moveset de Roderick Strong. Ouais, les backbreakers, ouais. Ouais. Il faisait le Slash Breaker en plus, Roderick Strong, c'est pas mal sûr. Ouais, ben, c'était ça dans le temps, là. Je sais pas si c'était un running gag, là, parce qu'avec nous autres, mais tous ces moves, il faisait sur le genou. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à faire ça. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que, mettons, de toi, Kevin, puis moi, le moins fan de Ring of Honor, c'était moi, mettons. Là. Ouais. Mais que, tu sais, après ça, j'écoutais des matchs, puis bon, j'ai trippé sur Strong à l'époque, puis ça a l'air que j'ai pris des moves de son moveset. Ouais. Beaucoup de mots sur les genoux, c'est pour ça que tes choses sont finies de finir aussi. Possible. Ça se peut. Après ça, on a Splash tournoyant d'Harry du tablier du ring jusque dans l'arène pour 2. Harry sort le Brainbuster, mais c'est bloqué et Strong place un slam rotatif en backbreaker impressionnant pour un autre compte de 2. Après ça, Gutbuster de Roddy suivi d'un sick kick. 1, 2 et non! Strong soulève Harry et qui l'attrape en petit paquet pour un compte de 2. Et l'Ariato de Strong en réplique. Il tente le Boston Crab, mais ça ne marche pas. Et Roderick Strong envoie Austin dans le coin en slingshot. Strong garde une souplesse arrière germaine, mais Harris renverse. Saut chassé dans le coin. Brain Busta et Harris va sortir le code pour un 450 splash. Et c'est réussi. 1, 2 et 3. C'est terminé. Victoire d'Austin Harris. Man.
sais, le pire là-dedans, c'est que c'est deux gars qui n'ont pas des bonnes réputations dans le business. Là. Ils sont reconnus pour être stiff et avoir un gros ego backstage. D'ailleurs, parenthèse, il te l'a sûrement envoyé toi aussi, mais j'ai reçu cette semaine un message de Francis Prudhomme. Francis Prudhomme qui me parlait d'Austin Harry, justement, qui était revenu sur les Indies et qui avait été booké du côté de. T'as peu, je lis le message pas loin ici. Là. Windsor, non? C'était la tournée Rage in the Cage de la CWE. Fait que c'est une tournée en Ontario, puis Austin Harry, c'est leur gars sur la carte qui est populaire en ce moment, qui est connu, tu sais. Ouais. Fait que, puis bon, il t'a sûrement envoyé la photo qu'il avait avec lui, puis tout, là. Fait que, puis Austin Harry, c'est tout un lutteur, là, pareil, là. Si, mettons, on prend juste le côté lutte, là, c'est vraiment, vraiment un gars qui est très talentueux, là. Ouais, un des meilleurs champions Ring of Honor de l'histoire aussi, là, avec, je pense que c'est Joe qui l'avait battu ou il avait battu Joe, un des deux. Là. Mais pour vrai, non, je pense que c'est lui qui avait battu Joe pour son long règne. Ouais. Puis Roderick Strong, ben, on le connaît à AEW aujourd'hui puis les dernières années, à WWE aussi, mais le avec il a fait sa marque à Ring of Honor pas mal. Là. Ça, c'est un autre aussi, Roderick Strong, qui ne change pas vraiment. Là. À part, il a peut-être un peu de cheveux blancs, là, des fois, mais sinon, c'est vrai, il est pareil. Il est pareil comme avant. Là. Il est pas vraiment... Même le physique, il est pareil. C'est un Christ de bon lutteur, Roderick Strong. Il est bon. C'est les genres de gars à la Bret Hart. Je trouve que c'est des compliments que je vais lui faire là, aux deux lutteurs, mais plus Strong. Là. Je trouve que c'est un mélange de Bret Hart, Chris Benoit et Dean Malenko un peu. Là. Ouais. Un peu genre, c'est très believable. Là. Ouais. Il est très bon, Roderick Strong, mais je trouve qu'il est underrated pareil par beaucoup de monde. Ouais. Puis le match, écoute, un match spectaculaire. Là. Moi, j'ai adoré ça. Je les aimais déjà avant de regarder le match. Puis là, j'ai réécouté le match puis j'ai trouvé ça fou. J'ai donné la note de 4 à ce combat-là. Un excellent combat avec des deux gars qui n'étaient même pas dans leur prime encore, là, puis qui ont juste craché la surface. Là. Puis leur talent, c'est très fort. Puis j'ai pas donné autant que toi. J'ai donné une bonne note, je trouve, mais j'ai pas donné autant que toi. J'ai donné 3,5 sur 5. OK, parfait. Ouais. Je sais pas. Peut-être que c'était. Il n'y avait pas de stakes, puis peut-être que c'était dans le début de leur carrière. Je sais pas, mais je trouvais que c'était un 4-star match, là, mais c'était très bon. OK. C'est correct. 11 jours plus tard, ça a été annoncé que les deux lutteurs avaient signé avec la TNA. Ils vont même faire équipe ensemble, comme à la Ring of Honor. Puis là, les deux vont s'allier avec Alex Shelley pour continuer Generation Next. Interview time avec Shane Douglas, de franchise, qui était matché de bureau à l'époque. Puis l'autre chose, pendant toute l'autre chose, je l'ai vu, là. Puis Asti qui avait des faciales incroyables. Il était ça n'a pas de sens. Là, il est bon, là même, moi. Monty va s'en va pour parler quand Kip James. Bitch? Ah, excuse. Ouais. Depuis tout à l'heure, je continue de parler, puis tu le dis, puis là, j'arrête de parler pour que tu le dises, puis tu le dis pas. C'est ça le gag. Il demande à sa vente ce que c'était tantôt. Monty lui dit que c'est à cause de que James n'est pas capable de faire le travail. Puis Kip veut que Brown s'excuse à Jeff Jarrett. Ouais, c'est ça. Et Brown lui répond que le alpha male s'excuse à personne parce qu'il fait ce qu'il veut quand il veut. Et James lui demande de mettre sa tête dans la partie parce qu'il y a un match par équipe tantôt contre Apollo et Lance Hoyt. Et Brown dit qu'il est toujours dans la partie et que Kip devrait l'être aussi. Et Monty finit en disant que Hoyt et Apollo vont devoir être prêts à subir le période. Hey, Lance Hoyt, man. Ça n'a pas de sens. C'est fou, hein, qu'il est encore là aujourd'hui. Mais on va en parler tantôt, là, mais... C'est malade. Ce gars-là, il trouve le moyen d'être à la télé. Puis, tu sais, il fait pas grand-chose, mais il est toujours pas loin. Là. Mais il est bon, en plus. Il est pas mauvais pour un big guy. Là, pour un big guy, il est très bon, même, je te dirais. Le poulain de Jake Roberts qui est à Montréal en ce moment. Oui, c'est vrai. Mais là, ça fait longtemps qu'il est plus près de Jake Roberts. Ouais, il est pas avec. Parce qu'il avait fait une trade avec Don Callis, dans lequel ça avait échangé... il y avait eu Lance Archer, puis il avait échangé Rush à Jake Roberts, puis il a fait une apparence avec lui, puis il est parti après. Bref. C'est drôle, fun fact, à chaque fois que je repartage le show de Dynamite le mercredi, c'est toujours avec le compte de Jake Roberts qui met le thumbnail. Puis je m'en rendais pas compte dans les dernières semaines. Je suis comme, Chris, je partage pas AEW, je partage Jake Roberts. Fait que c'est ça. Ah, c'est cool. Après ça, on a un commercial. Comment? Je sais pas ça. Ouais, mais ça a comme bugué. Non, bugué un peu. Parce que ça avait bugué de mon côté, fait que j'étais plus sûr.
C'est ça que je dis. Ça a bugué mon dossier. Fait que voilà. On a ensuite un commercial pour le prochain pay-per-view. Ça doit être le changement de saison. Ouais, là, quitte donc, puis reviens donc, parce que là, ça parle en délai quand je te parle. Là. OK, je quitte, je reviens. Vas-y. On a ensuite un commercial pour le mois d'après. Bound for Glory 2005 qui s'en vient. Après, le match numéro 3. Kip James de l'Alpha Male Monty Brown contre El Grande Apollo et Lance Hoyt avec l'arbitre du match qui est Andrew Thomas. Le combat nous vient du fait que Brown et James avaient blessé le coup de Sonny Siaki. Il arrive justement avec Hoyt et Apollo, mais qu'il demande de retourner en arrière étant donné son état de santé vu qu'il y a le coup dans un carcan. C'est un vrai qui a besoin d'un carcan, là, pas un fake comme d'autres. Voilà. Monty et Kip se chamaillent pour savoir qui va commencer. Kip et Hoyt débutent. Et Kip met Hoyt au tapis. Hoyt finit par placer un hip toss pour un compte de 1 seulement. Et Kip et Monty discutent à l'extérieur du ring pour un petit caucus. Après ça, James tient Hoyt et tag Monty pour mais Lance s'échappe. Après ça, oui, j'ai dit Lance, mais c'est Kip. J'étais habitué de faire Lance Archer. Et James et Brown s'obstinent encore. Et Hoyt en profite pour les faire tomber avec une line. Écrasement de trottoir sur Monty pour 2. Et au tour d'Apollo de rentrer dans l'arène. Monty renverse sa vapeur et enchaîne les chops dans le coin. Et après ça, Brown se baise une line d'Apollo. Mais pas une deuxième. Et ça va au tapis, courtoisie du Batista portoricain. Parce que quand je regardais le match, je me dis que c'est Batista, ça, quand Mais portoricain. Oui, exactement, parce que c'est pas. Mais je pense que Batista, il n'est pas. Non. Il n'est pas américain. Là. Il est américain, oui, mais il est descendant d'un autre pays. Là. Des îles. Oui, mais sa mère est. En tout cas. Tu fasses une recherche? Oui, s'il te plaît, ce serait gentil. Parfait. Il te domine jusqu'à temps que Brown le frappe dans le dos. Et Kip James, bitch, suit ça avec un brise-nuque pour prendre l'over. Je n'ai pas plus de chance. Monty reprend le flambeau et s'acharne sur le dos et les côtes de Hoyt. Après ça, Brown, il va ensuite d'un 2 souplesse arrière, mais la troisième fois, Hoyt tombe sur ses pieds, qui est impressionnant pour un big man. Et par contre, Monty lui fait un genre de proto-bomb à la John Cena pendant le comeback de face de John Cena. Ben, voilà, comme j'ai dit. 1-2, dégagement de Hoyt. Quelques secondes plus tard, Hoyt et James se font une corde à neige en même temps. On a un double down. Après ça, Apollo et Monty prennent le relais. Close line d'Apollo. Un autre pour Kip. Après ça, DDT à Monty. Et après ça, Apollo se fait avec un Sky High. 1, 2. Mais Kip, James casse le pin. Et après ça, il monte sur la 3. Et Moonsault sur Kip de Lance Hoyt. Super impressionnant. Et Monty envoie Lance en bas du ring et le frappe le lance dans le poteau. Il n'y a pas de mauvaise communication. James frappe Brown. Et après ça, Kip se retourne et reçoit un super kick d'Apollo. Et ça, il tente le TKO, mais Monty remonte dans le ring et stoppe ça. Il sort Kip James du ring. Après ça, Brown projette Apollo dans les câbles. Il sort avec le pounce. 1, 2, 3 et c'est terminé. Brown et James célèbrent leur victoire ensuite de ça en s'obstinant une autre fois, tandis que Apollo est très déçu du déroulement du match. Ouais, j'ai pas trouvé. Non, ça dit pas qu'il y a des souches ailleurs, là, mais. Sûrement. Je l'ai vu dans son DVD quand il avait fait son DVD de sa carrière, le documentaire qu'il avait fait. Ouais. Bref. Ouais, il faudrait que je fasse plus de. Ouais. Écoute, ce match-là, c'était un match un peu en denti. Il y avait des bons spots, mais de temps en temps, il y avait comme des trucs qui n'étaient pas coordonnés. C'est pas mes 4 lutteurs préférés de base, là. Surtout pas dans ce genre de match-là, Monty Brown et Kip James, bitch. Mais c'est correct, là. Je veux dire, ça en prend des matchs un peu moins forts sur une carte, puis ça permet à tout le monde de. C'est un peu comme AEW, là, quoique AEW n'a pas beaucoup de matchs faibles, là, mais c'est un match qui ressemble un peu au premier, mais meilleur que le premier match. Pas mal moins boring que le premier match, puis plus tête dans les moves, je trouvais. Là. Ouais, je trouve que c'est un match correct sans être rien d'autre de plus que ça. Mais que Hoyt avait paru dans la défaite, j'ai trouvé que c'était le gars qui s'était out du match le plus. Là. Même si Brown a été écœurant aussi. Là. Ouais. Mais Brown, c'est parce que on dirait que c'est plus un plaisir coupable de l'époque. Ouais. J'ai donné ce match-là 2,5. J'ai donné ce match-là 2,5. OK. Parfait. Monty Brown va avoir ensuite de ça un push dans le haut de la carte dans les prochains mois sans remporter la ceinture mondiale. Kip James, bitch, lui, va être impliqué avec le True Life Crew, comme mentionné plus tôt.
Et après ça, Apollo va faire un face turn, un heel turn, pardon, à la fin de l'année, en se joignant à Conan et Homicide pour former la première mouture de LAX. Et Lance Hart, lui, va faire équipe avec Matt Bentley vers la fin de l'année. On va au backstage, au vestiaire de Team Canada, ou Team Canada, pour un interview time avec Tracy Brooks, Bobby Roode, P.T. Williams, Eric Young et Alistair A1 Ralph. Après ça, Williams dit à Young et Ralph qu'ils doivent ramener les titres par équipe au Canada. Il dit à A1 de se ressaisir. Et Bobby Roode dit que Jeff Hardy est un fou. Il dit aussi qu'il est le prochain sur sa liste. Et P.T. dit que lui et Chris Sabin ont peut-être lui le même entraîneur, mais que P.T. et son destructeur canadien sont de loin supérieurs à Sabin. Il finit en disant que Sabin, qu'il est pareil comme tous les Américains, inférieur. Il a raison. Et on va ensuite pour le match numéro 4. P.T. Williams contre Chris Sabin avec l'arbitre du match, Slick Johnson. Puis je me souviens, P.T. Williams, à l'époque, là, c'était un de nos gars préférés. Puis évidemment, le Canadian Destroyer qui était. C'est lui le premier qui l'a fait? En tout cas, popularisé. En mainstream, oui. Ouais, c'est ça, exact. Puis à Star, c'est rendu un mot de transition pour bien du monde. C'est fou, pareil. Hein? On est dans une autre époque. Ouais, c'est quand même 20 ans. Là. Ouais, c'est fou quand même que 20 ans, ce move-là, c'était genre le move le plus dangereux, destructeur du monde. Là. Ouais, portait bien son nom. Puis quelque chose que j'ai trouvé bien comique, là, c'est que au début, quand ils font les entrées, ben, P.T. Williams rentre sa tune d'Abyss pendant genre 10 secondes avant qu'il change la tune. ouais. Non, c'est drôle. Ça reste TNA. TNA explique que le booking de Shocker a été modifié par la AAA et que TNA a donc changé le match pour un match entre Sabin et P.T. Williams. Puis là-dedans, ce qui est vraiment, vraiment drôle, là, c'est que AAA et TNA sont associés à WWE. Fait que voilà. Ouais. Full circle. Ouais, c'est fou, pareil, qu'en 2005, t'arrêtes ça à quelqu'un, t'arrêtes de fou. Là. Mais bon. Début rapide entre les deux qui se connaissent très bien, évidemment. À un moment donné, Sabin est dans le ring et Williams est hors du ring. Il lui fait un ciseau de tête en dedans jusqu'en bas. C'est quand même spécial comme Ed Scissors. Là. Beau spot. Et puis il remonte dans le ring et Sabin saute du coin avec un coup de coude. Il se bat jusqu'au tablier du ring et Sabin tente un sunset flip powerbomb, mais Williams l'empêche et tente une descente de la cuisse. Mais Sabin se tasse et P.T. frappe la partie la plus dure du ring avec ses faufounes. Et après ça, Sabin change du tablier, mais Williams esquive et Sabin frappe la barrière d'aplomb. De retour dans le ring, Williams place Sabin à l'envers dans le coin et fait son fameux Au Canada avec une main sur le cœur en pilant sur l'entrejambe de son adversaire. Et après un brise d'eau, Sabin tente de riposter avec une bombe puissante, mais Williams renverse ça avec un bon vieux DDT pour un compte de 2. Cordonnage de Williams pour un autre 2. Pas longtemps après ça, Sabin lance P.T. dans le coin et qui se retient et saute pour frapper Sabin, mais Chris lui fait un saut chassé derrière la tête. Il se relève et ensuite on a une bataille de chop. Coupé retourné de Sabin, puis un Insiguri. Fisherman Buster de Sabin, 1-2 dégagement du lutteur canadien. Chris se relève et tente le Cradle Shock, mais c'est bloqué. Balayage à la russe de P.T. Williams, mais c'est bloqué aussi. Canadian Destroyer tenté, renversé en backdrop, qui finit en roll-up, qui finit en sharpshooter de P.T. Williams. Belle séquence. Sabin se débat et finit par atteindre les cordes pour le bris. Des tornades de Sabin en tournant la deuxième corde pour 2. Balayage à la russe de P.T. Williams en réplique. Springboard Missile Dropkick raté par Sabin. Roulade de P.T. sur Chris et Williams fait flipper Sabin en pleine face. 1, 2 et non. Sharpshooter encore une fois, mais c'est Sabin qui finit par s'en sortir encore une fois. Williams cherche Sabin dans le coin, rate et prend l'entrejambe en premier là. Après ça, Sabin lui fait un Razor's Edge d'un coin à l'autre. Aïe aïe. Cradle Shock tenté, mais P.T. Williams se débat et Chris la rentre dans le coin 2 fois. Et Williams met les doigts dans les yeux de Sabin, qui est maintenant aveuglé. Puis Chris, voyant pas ce qui se passe, prend l'arbitre sur ses épaules. Il se rend compte que c'est pas lui avant de le déposer. Et P.T. veut le Destroyer, mais Sabin le place sur ses épaules. Cradle Shock. 1, 2 et 3. Il n'y a pas la décision. Sabin reçoit un super kick du revenant Michael Shane, Matt Bentley, le cousin de Shawn Michaels. Pour vrai, là. Ouais. Puis le pire, c'est quand tu le regardes, là, est-ce qu'il ressemble à un Shawn Michaels rentrant en esti pour vrai? Manqué en ouais, vraiment. Vraiment. Mais il était bon pareil. Je l'aimais bien dans le temps. Il était bon, Matt Bentley. Ouais, il avait un talent, mais tu sais, c'est dur de se démarquer parce que dans ce roster-là, TNA, tu avais beaucoup de monde pareil. Là. C'est un peu comme AEW. Là. C'est comme le même style. C'est que faut que tu te démarques avec du monde qui sont capables de faire la même chose que toi. Là, fait que...
C'est pour ça que je suis un gros fan de Lio Rush en ce moment parce qu'il est différent. Ah ouais, tu es un gros fan de Lio Rush pour vrai? Ben, pas un gros fan, de façon de parler. Je veux dire, en sens, je suis un gros fan qui fait d'autres choses de différents pour se démarquer, là, parce qu'il peut faire les mêmes moves que tout le monde dans le roster. C'est juste que c'est juste Lio Rush. Là. Mais là, avec ce gimmick-là, je trouve que, tu sais, on s'entend qu'il ne battra pas Will Ospreay demain matin. Là. Mais, non. J'espère. Ben, surtout le matin, ça va être un peu rough après le déjeuner, de recevoir des brainbusters et des lives d'en face. Là. Fait que toi, mettons, Lio Rush, si tu verrais ça live, t'aimerais ça. Là. Ben, je trouve ça cool. Je trouve ça différent qu'il fasse d'autres choses que juste être le gars. Hey, j'étais un gars cool qui rentre avec des manteaux bizarres et qui a une toune de rap pour rentrer dessus. Là. Ouais. Bon. Puis c'est drôle en plus que je parle de Michael Shane et Matt Bentley. Là, je parle de Shawn Michaels, qui c'est le cousin. Là, il y a même la manchette de gomme, le super kick, les cheveux courts près comme Shawn dans son retour en 2002. Puis quand il arrive dans le ring, il fait son tonne en tournant, là, comme Shawn. Là. Ouais. Ah ouais, c'est une copie. Tu peux-tu être plus twig d'autres choses? Dis le fan de Dolph Ziggler, mais bon, correct. Mais Dolph Ziggler fait pas les tonnes de Shawn Michaels. Là. Non, mais. À part le super kick, il n'y a rien que Ziggler fait de Shawn Michaels. Là. Je m'excuse. Là. Puis tu peux dire les bumps, là, mais les bumps, c'est des bumps de lutteurs qui savent bumper. Là, ouais. Qui sont bons, des bons bumpers, là, comme Perfect, puis Brett, puis Shawn. En tout cas, des chants de Welcome Back se font entendre. Et Bentley avoue à dire que tout le monde le voyait partir à la WWE, mais TNA, c'est sa maison. Ils n'ont qu'une autre destination que la gloire. Il est bound for glory. Impossible d'imaginer le plus grand pay-per-view de l'histoire de TNA, sur le match le plus innovateur de son histoire, son match, le Ultimate X. Et gros pop pour l'annonce. Il fait comme s'il partait, mais super kick sur Pretty Williams avant de quitter. Et la foule fait le Bentley Bounce pour célébrer. Et si vous voulez faire pareil et faire le Bentley Bounce sur la tune de Michael Shane et Matt Bentley, vous allez pouvoir le faire après le podcast sur Apple Podcast et Balado Québec. Très bon. Très, très bon. Ouais, et pourrait revenir au match. Là, un Christy de bon match avec des spots très innovateurs. Puis à date, c'est le meilleur combat jusqu'à maintenant. T'as donné combien? Dis-toi le match, t'as pas dit. Ben oui. C'est. Écoute, c'est là pourquoi on regardait TNA à l'époque. C'est ce qu'on recherchait. Puis moi, ça m'a ramené. Il y a beaucoup de nostalgie avec quand on faisait de la lutte NWA à ce moment-là, parce que ça me rappelait tout ce qu'on écoutait avant d'aller faire de la lutte puis qu'on pratiquait pour essayer d'avoir des nouveaux moves innovateurs parce qu'on était influencé par ces gars-là. Ouais. Puis c'est comme ça que quand on luttait à l'époque, qu'on faisait des choses différentes de ce qui se voyait au Québec, même si on était underground, parce qu'on était comme déjà un step en avance, on écoutait déjà de la lutte que le monde n'écoutait pas. Mm-hmm. Fait que ça a été vraiment une dose de nostalgie pour moi, puis crise de bon match. Puis c'est un match que même aujourd'hui, on dirait que c'est un match qui a été fait le mercredi passé, là, tellement que ça a encore sa place. Là. C'est drôle parce que quand je regarde des matchs de même de TNA, ça fait penser aux matchs qu'on avait eu à WWE. Tu sais, quand on les connaissait pas, puis il y avait Louis, puis il y avait Alex Street. La nouvelle génération qui s'en venait. Là. Qui était venu faire un match, puis il y avait juste des spots de TNA, là, des gros spots de Destroyer. On capotait. Ouais, puis on capotait. Ben ce match-là faisait penser à ça pas mal, là, mais dans le bon sens. Ouais, 100%. Bref, j'ai donné à ce match-là 3 3/4. Oh, t'avais donné combien à l'autre match d'avant? 3,5. OK, ben on est ça se concorde nos affaires. Moi, j'ai donné 4,25. Des grosses notes, moi. Ouais, t'es ça plus que moi. Je pense pas qu'il aurait dû le faire, le review. Bref. Non, c'est correct, je te le laisse. Ouais, merci. J'étais pas là ce soir. C'est toi, le temps, on va s'affronter à Bound for Glory le mois suivant dans le Ultimate X pour le titre d'aspirant numéro 1 au X-Division Title à Genesis. Et puis, Devon va gagner le combat. Mais à Genesis, il va malheureusement s'avouer vaincu contre AJ Styles. Vidéo de l'historique, ensuite du combat entre Abyss et Sabu. Et on va au match numéro 5. Match numéro 5, évidemment, qui est Sabu contre Abyss avec le Father James Mitchell dans son coin, dans un ODQ match. Et l'arbitre, Rudy Charles. Et vous entendez parler d'Abyss parce qu'avec le Unreal, puis que c'est un agent, Chris Parks, aujourd'hui, le vrai Abyss, écoutez ça, il est là. Puis c'est un gars qui est très important dans l'histoire, dans les caractères de l'histoire de la lutte. Là, vraiment, il avait sa place dans les plus grands caractères. C'est un des Hall of Famers de TNA pour une raison. Là, parce que ce gars-là, il a eu plein d'offres de lui à travers les années, puis il a toujours dit non, moi je vais rester ici, C'est fou, hein? Même qu'il y avait des rumeurs comme un qui voulaient l'amener pour être un opposant de Taker à WrestleMania, puis qui était pas même pour le battre, là, mais qui voulait absolument rester à TNA. Fait que, je sais pas s'il était pour le battre, là, mais il était pour l'affronter à Mania pour
pour un de ces matchs, parce que ça aurait. Abyss contre Taker à Mania, ça aurait été sec en crise. Là. Ouais, mais je pense que tu vois que le gars, c'est un gars fidèle. Ouais. Puis je pense que c'était dans le temps de WrestleMania 22, là, quand il avait fait le match entre pas Abyss, mais Taker et Mark Henry dans le casquette match. Là. Ah, ouais. Moi, j'aurais pris Abyss à la place de Mark Henry. Là. Abyss contre Taker dans le casquette match à Mania, ça aurait été sec en crise. Ouais, mais je pense pas qu'il l'aurait battu, mais je pense que ça aurait été une belle porte d'entrée pour lui. Puis, tu sais, en plus, c'est un personnage qui ressemble à Taker. Fait que, mais c'est sûr que WWE, c'est toujours un rêve. Mais je pense que pour sa legacy à lui, il a bien fait de rester là pareil. Parce qu'il aurait peut-être été comme bien du monde qui va en WWE après, puis bury, là, pour pas faire de mauvais jeu de mots. Puis en même temps, quand WWE l'avait cherché, il commençait à être PG. Fait que, tu sais, Abyss PG, ça marche pas. Là. Non, absolument pas. C'est déjà que t'as Kane en plus qui est tout le temps là. Ouais. Bref. Le père James Mitchell prend le micro et nous parle à la foule. Il déclare que Sabu est en voie d'extinction. Sabu s'est mêlé aux affaires d'Abyss. Et ça doit être un icône du hardcore, mais lui, il ne peut pas résister à un affrontement avec cette arme de destruction massive. Et Mitchell annonce qu'il s'agira d'un match sans disqualification pour donner une chance à Sabu. Mais qu'en montant dans le ring, il signera son arrêt de mort. Et les lumières se ferment. Et quand ils reviennent, Sabu est dans le ring à pointer le ciel du doigt. Comme Nasty. Sabu avec plusieurs punchs, mais quand j'ai Nasty, c'est Dave Gould, l'ancien collaborateur du podcast qui est rendu AWOL ou presque. Sabu avec plusieurs punchs, mais Abyss les ignore. Abyss le met au sol et le roue de cou. Et Sabu se relève et riposte avec Abyss qui continue l'assaut. Belly to belly d'Abyss. Sabu tombe par terre avec une chaise à la main. Et Abyss monte dessus, il la ramasse, mais Sabu le contre avec un coq en jambe et Abyss retombe dessus la chaise. Compte de 2 après ça de Sabu. Séparation et saut de la troisième corde suivi d'un close line. Les deux hommes s'écroulent au sol. Et Sabu met la table en place, mais une jambe casse. Et Abyss revient et lance Sabu contre la barrière en acier. Abyss récupère une nouvelle table. Il la met en place et renvoie Sabu dans le ring. Et Sabu avec une planchette alors qu'Abyss est toujours par terre en train de la construire. Mitchell donne des ordres à son monstre et Abyss renvoie Sabu dans le ring. Et après ça, Sabu dans le ring, il va d'un dropkick au genou d'Abyss. Et triple jump moonsault, une DDT tornade de Sabu. 1, 2, kick out de Abyss. Et les chances de ECW se font entendre dans le Impact Zone. Et Sabu enchaîne avec Sabu. Chabouzi. C'est quand tu mélanges Sabu puis enchaîne, ça fait ça. Sabu. Et les coups de poing, et Abyss est pris dans les câbles. Et Sabu place une chaise, mais Abyss il fait une autre belly to belly souplex. Et Sabu ça fait passer à travers la table à l'extérieur du ring. Il est complètement fou, ce Sabu. Dans l'arène, Abyss couvre Sabu, mais obtient seulement un compte de 2. Shocking. Et Abyss sort du ring et ramasse une autre table. Il la lance dans le ring après ça et Sabu donne un coup de chaise stiff à Abyss. Un autre, puis un troisième et Abyss est par terre. Sabu monte sa troisième corde. Le casseur de crâne arabique sur Abyss à travers une table. Ça, c'est quand Sabu prend une chaise sur ses fesses puis il fait juste faire une leg drop sur le gars. C'est malade, ça. Ouais. Et Sabu tente de le tomber, mais seulement pour un 2 après que Mitchell ait placé le pied d'Abyss sur la corde. Après ça, Sabu attrape Mitchell et Abyss frappe Sabu et lui fait un traitement choc. Et ça, c'est quand il place le gars en torturac et qu'il tombe sur ses fesses pour un genre de backbreaker. Ça fait mal. Oui, 1, 2 et non. Et la foule réclame des punaises. Et Mitchell crie à Abyss. Il sort le fameux sac de punaises. Après ça, Sabu frappe. Ça fait frapper par Abyss. Il fait feu l'arbitre. Et Abyss les place sur le ring. Et Sabu frappe Abyss avant qu'il l'agrippe par la gorge. Et Sabu s'en déprend, mais Abyss tente une bombe puissante. Mais Sabu s'échappe et Abyss reçoit un coup de chaise. Triple saut de Sabu qui tombe dans les bras d'Abyss pour le Black Hole Slam dans les punaises. Ouch! 1, 2 et 3. Le monstre Abyss est le grand gagnant de ce combat No DQ. Ouais. Dans des coups, il mange ce bump-là. Là. Ouais, puis tu sais, aujourd'hui, on en voit plus de ces spots-là avec les punaises, là, avec AEW, entre autres. Là. Ouais. Mais c'est toujours des spots impressionnants. Puis la foule réagit toujours, surtout avec quand ils font des zooms sur les punaises qui sont rentrées dans le monde. Là. Ouais.
les matchs spécialités d'Abyss aussi, c'était pas juste un monstre, c'est qu'il amenait les adversaires dans ces matchs-là. Sabu, évidemment, lui, c'est un spécialiste aussi de ces combats-là. Puis Sabu, peu importe la promotion qu'il a faite, WWE incluse, il n'a jamais changé son style. Il a toujours resté fidèle à ses habitudes. Il a trouvé la façon d'être spectaculaire et unorthodoxe. Je ne suis pas un gros fan des combats hardcore en général. Oui, de temps en temps, mais je trouve que c'était bien placé sur la carte parce que tu avais beaucoup de bonnes luttes sur la carte, mais ce combat-là venait comme balancer un peu le style de TNA. Très bon combat, très spectaculaire et divertissant. Ouais. Fait qu'un match habituel comme pour Sabu et Abyss. T'aimes ou t'aimes pas ça, là, vraiment. Il n'y a pas de in-between dans ces matchs-là, malheureusement. Mais c'était très solide comme match. J'ai bien aimé ça. Fait que j'ai donné à ce match-là 3,5. Yes. Puis j'aime le pairing de Abyss avec James Mitchell, là, surtout à l'époque. C'était vraiment parfait. Gros combat. J'ai donné à ce combat-là 3 3/4. Ouais, parfait. Puis tu parles d'Abyss et James Mitchell qui fait de bon ensemble, mais c'est comme leur version de Kane et Taker. Puis Kane et Paul Bearer, je veux dire. Là. Fait que, exact. C'est un très, très beau fit. Les deux hommes vont se raffronter le mois d'après à Bound for Glory, mais cette fois-ci dans le deuxième Monsters Ball de l'histoire de la TNA. Ouais, c'est ça que j'allais dire. J'étais pas sûr, mais oui, c'est ça. Okay. Ouais. Et Jeff Hardy et Rhino vont être dans le match aussi. Et c'est Rhino qui va gagner ce combat-là. Et du temps, un match que PCO a fait une couple de fois, TNA Monster Balls match. Ouais. Il l'a pas justement contre Abyss, c'est peux-tu? Ouais. Dans sa dernière année de contrat avec TNA, il l'avait fait un contre Abyss. Et du temps avec Shane Douglas et Alex Shelley. Shelley dit qu'il n'a aucune idée d'où se trouve Sean Waltman, évidemment ex-Pac. Il ajoute que Waltman est peut-être fou et qu'il devrait se ressaisir. Ils ont remporté la Coupe Candido ensemble, mais maintenant ils veulent les titres par équipe. Puis Shelley dit qu'il va les avoir sans ou avec Waltman. Après ça, autre intervention de Tenay et West qui parle de ce qui s'en vient dans les prochaines minutes. Et le thème de Team Canada se fait entendre. Et on a le match numéro 6, pardon. Bobby Roode contre Jeff Hardy avec l'arbitre du match, Andrew Thomas. Et Bobby Roode attaque avant même que la cloche sonne et c'est parti. Coup de poing à Jeff qui répond avec une close line à Roode. Dropkick à Bobby qui s'écroule au sol à bas du ring après ça. Il reçoit une glissade de baseball de Hardy. Et après ça, Jeff saute sur Roode avec un dive après. Roode est projeté dans les marches d'acier et de retour sur le ring. Jeff tente de tomber pour un compte de 2. Jeff grimpe pour tenter un saut de lune, mais Roode le fait tomber et le beat down ensuite. Le combat est à l'avantage de Bobby pendant quelques minutes. Superbe brise d'eau, tourbillon de Roode sur l'énigme charismatique pour un compte de 2. La soumission de planche de surf est exécutée, mais Jeff finit par s'échapper, mais Roode le frappe pour le remettre au tapis. Sunset flip de Jeff pour 2. Dropkick de Roode pour 2. Pas longtemps après ça, Bobby Roode, il va de coup de genou, suivi d'une souplesse arrière pour un autre compte de 2. Bobby tient la jambe de Jeff qui va de son coup de pied en se retournant. Les deux hommes se relèvent et Jeff fait son comeback avec le Whisper in the Wind qui lui vaut 1-2. Roode tente un powerbomb contré par Hardy qui fait une leg drop double en entrejambe du lutteur canadien. Après ça, Hardy plante Roode face première au tapis et monte en haut. C'est alors que Pete Williams arrive avec un bâton de hockey à la main et fait trébucher Jeff qui tombe en entrejambe première sur la corde. 2 minutes. Ouais, 2 minutes pour bâton élevé ou pour faire trébucher. Et après ça, Jeff qui ouvre la porte à Roode pour qu'il finisse par lancer Jeff de la 3 avec une suplex overhead. Et après ça, Pete distrait l'arbitre, mais Roode s'empare du bâton de hockey qui veut frapper Jeff qui se baisse et après ça, Hardy fonce sur Pete qui le fait tomber du apron. Twist of fate de Jeff, mais Roode, en bon jeune vétéran, roule en bas du ring pour que Jeff puisse faire le tomber après ça. Et après ça, on a Jeff qui monte la troisième corde et saute en croix de corps sur Pete et Roode en même temps. Et après ça, Williams est un extracteur canadien, mais Hardy le backdrop. C'est à ce moment-là que Jeff Hardy veut rentrer dans le ring, mais Jeff Jarrett vient le frapper avec le bâton d'hockey 2 fois et il finit par casser sur son dos. Qu'est-ce ton esti d'hockey? Et Bobby Roode en profite pour faire le tomber et remporter le match. Puis avant qu'on aille l'appréciation du combat, puis tout, ben, la note aussi, j'aimerais ça qu'on prenne un petit 2 secondes pour, parce qu'il y a beaucoup de monde là, qui m'écrivent souvent. Là.
Ils me disent ah, TJ, j'adore le podcast, c'est vraiment bon. Marco un peu moins, mais c'est pas grave. Mais non, c'est pas vrai. C'est parce que correct. Ah non, c'est correct, t'as le droit. Et on me Non. dit c'est correct, puis on adore quand Jeff Jarrett est sur le podcast, mais comment qu'on l'appelle son nom, Jeff Jarrett? Ouais, comment? Ouais. Fait que je vais prendre ça. Non, ben vas-y avant, puis je suis prêt Ouais. après. Fait que on appelle Jeff Jarrett. J-E-F-F, J-A-R-R-E-T-T. Ha ha ha. J-E. Oh, vas-y. Double F. J-A-R-R-E-T. Fallait sortir le bonhomme. Alors voilà. Vas-y. T'as Oui. le match de CM. Match correct. C'est pas. Jeff Hardy, TNA n'a jamais été mon Jeff Hardy préféré. Là. Je sais pas. Puis Bobby Roode, je l'aimais beaucoup en équipe, mais Bobby Roode non plus, c'est pas mon gars, mon gars. Là. Fait que, un combat pour moi correct sans plus, mais avec le match d'avant, on dirait que ça a un peu. J'ai eu un down dans ce combat-là. J'étais moins intéressé, on dirait. Je sais pas. J'ai perdu un peu l'attention de ce combat-là. Bobby Roode, son problème, ben, c'est pas un problème, là, parce que c'est un bon lutteur, là, mais c'est qu'il est pas mal trop, il est un peu pas mal trop mécanique comme lutteur. Là, c'est pas le gars le plus. Oui, il peut être cool des fois, mais c'est pas le gars le plus charismatique. Là, fait que, non. Mais bon. J'ai trouvé la fin un peu faible là, pour le combat. Là. C'est plus ça qui m'a sorti du lot le plus quand j'ai regardé le match. Là. C'est un match correct, mais quand tu vois ces deux noms-là, tu t'attends beaucoup plus, à mon avis. Là, fait que, voilà. Tu as donné combien? J'ai quand même donné une bonne note popée. Je trouve que j'ai donné 3 sur 5. OK, j'ai donné 2,5. Fait que... Ben, c'est pas mauvais, c'est un bon match. C'est juste que c'est pas. Ça kick pas en high gear jamais vraiment. Là. Non. Mais quand tu as un gros match comme tu as eu avant, c'est Ouais, normal que le match d'après, c'est plus tough aussi que le monde soit intéressé. Ouais, exact. Après ça, Hardy va il va être dans le même Monster Balls qu'on a parlé tantôt, à Bound for Glory. Et Bobby Roode va continuer sa rivalité après ça avec le Tree Life Crew. Et après un paquet de vidéos sur les changements par équipe, on a une interview temps avec Jimmy Hart, Shane Douglas et naturel Chase Stevens et Andy Douglas. Et Hart dit que la situation est compliquée et qu'ils doivent battre les 3 meilleures équipes de la compagnie. Et MW, America's Most Wanted, Harris et Storm arrivent et se moquent des Naturals. Ils se chamaillent et les Naturals annoncent qu'ils vont en finir ce soir. Et après ça, Harris dit qu'ils vont gagner, qu'ils ont de l'expérience et que les naturels ne peuvent pas les arrêter. Et Storm rétorque que ça ne sera pas fini ça va être fini quand les autres vont décider ça. Sorry about your damn luck. Et la famille Candido est la première rangée. Pas de Tammy, of course. Et c'est Johnny Candido, le frère, le père et un ami de longue date de la famille, le lutteur indépendant, l'ancien, Tommy Shoulders. Il est dans un petit. Puis, hein? C'est-tu le fondateur de Head and Shoulder, non? Non, c'est pas ça. Attends. OK. C'est par pitié, là, parce que c'était pas très drôle, mais c'est pas grave. Dans un petit fun fact, est-ce que tu te souviens, la WWF à l'époque, en 96, quand Sonny était pas avec les Body Donnas, il avait amené un homme pour faire Cloudy? Zéro. Tu sais, c'était Sonny, mais c'était un gars qui le faisait, là, puis tu voyais vraiment clairement qu'il était avec les Body Donnas, là. Peut-être que si je vois le clip, peut-être, mais de même vite, non. Va voir sur. Fais juste taper Cloudy WWF, tu vas voir que c'est qui. Mais c'est ce lutteur-là qui le faisait, Cloudy, Tommy Shoulders. Fait que voilà. Ah, OK. Tu le vois? Tu le vois, hein? Oui. Ça. Fallait que je vois l'image pour. Ouais, OK, je me souviens de ça. C'est lui. Ah, wow, OK. Ah, ouais, ça, je l'aurais amené, je l'aurais mis, en tout cas. Bref. Allez voir sur YouTube. Je peux essayer de voir si ouais, c'était capable de la mettre. Ouais. Puis après ça, Andy Douglas a la serviette que Candido avait, qui amenait tout le temps avec lui au ring. Il l'a donné au père de Candido qui avait l'air vraiment ému par le geste. Fait que voilà. Match numéro 7, les naturels avec Jimmy Hart contre America's Most Wanted, contre Team Canada, et Eric Young et Alistair Ralph, et contre Alex Shelley et Sean Waltman, peut-être, dans un 4-way elimination pour les championnats par équipe de la NWA TNA. Et l'arbitre du match est Slick Johnson. Hey, j'ai l'image de Claudie. Parfait. Voilà. Et voilà. C'était lui, Tommy Shoulders. Wow. Ouais. Bagarre générale entre ANW et les Naturals qui commencent le bal. Storm et Stevens entrent en scène et Storm donne un coup de pied dévastateur à Stevens. Et Shelley se faufile et tente de tomber, mais le compte s'arrête à deux fois consécutives.
Et on va un peu plus loin dans le match avec A1 et Young qui dominent Shelley, qui est toujours seul. Et Team Canada font à Shelley un enchaînement stunner DDT. Après ça, Johnny Candido, qui est dans la première rangée, en a assez. Ils sont par-dessus la barrière. Ils se retrouvent sur le tablier du ring. Ce relais pour Candido. Des lines à tout le monde. Puis ces cordes à linge ressemblent pas mal à des cordes à linge de recrues qui commencent à lutter. Là. Ouais. C'était pas très beau. Très bon. Bref. Puis après ça, il fait une sécurité très poche à A1. Mais un coup bas d'Eric sur Candido. Petit paquet 1, 2 et 3. Shelley et Candido sont éliminés du match. Puis, disons que c'est son frère, là, Chris Candido, Johnny Candido, là, mais côté in-ring, je pense que ça n'est meilleur. Ça donne une idée. Là. Ouais, le talent est allé juste d'un bord dans la famille. Hein. Ouais. Puis, voilà. Storm et chapeau de cowboy sur la tête, ça donne à cœur joie sur Team Canada. Jusqu'à temps A1 ramasse Storm qui tombe en bas du ring. Il malmène James au sol, puis Eric revient dans le ring avec une snap souplex sur Storm pour 2. Ce Team Canada prend soin de bien garder Storm dans leur coin. Et Ralph se tire Storm au sol et lance le poteau du ring pendant que Harris tente de sauver son partenaire. Et après un peu plus de hit un peu plate, Storm place un super kick désespéré sur M. Young. Et le relais chaud va à Harris, qui est une maison de feu, et s'en prend tous ses adversaires un après l'autre. Il tente un catatonique, contré par A1 qui essaie de placer une suplex, mais c'est bloqué par le Wildcat qui fait du suplex à retardement sur A1. 1, 2, et non, oui. Wildcat a juste la jonce de bière dans la tête. Ah ouais. Wildcat de la batte. Le chat sauvage, Chris Harris. Et AEW font le ménage quand Harris veut faire un autre suplex à Young, mais Ralph frappe Harris avec un bâton de hockey et Eric renverse ça en petits paquets pour le 1, le 2 et le 3 pour éliminer les plus voulus de l'Amérique du match. Après ça, Douglas embarque et s'achante sur les côtes d'Eric, mais Young ne grille pas, se lance dans le coin puis le jette au sol. Après ça, Hart veut aider son poulain, mais se fait repousser par Young. Après ça, Douglas réussit à passer le relais à son partenaire. Alabama Slam sur Eric, mais Young dégage. Et on rentre en scène et fait un powerbomb dévastateur. Pas longtemps après ça, on a un superplex de Young sur Andy Douglas. Et ça, Eric monte sur la troisième corde pour tenter un Doomsday Device, mais Hart est là et pousse Eric Young qui tombe sur la troisième corde, entre jambe première, puis crise de sel d'Eric Young. C'était malade. Ouais. Tout un sell job pour vrai. Et les Naturals, ils vont de leur prise de finition, le désastre naturel, qui dans le fond qui est un stunner et à cité élevée, pour mettre fin au match et conserver les titres par équipe. Vas-y, j'écoute. Ben, si j'ai un des reproches que j'ai à faire de ce combat-là, c'est que c'est le deuxième plus long match de la carte, OK? Si je regarde en général, là, le temps de la carte, c'est 10 minutes les matchs, là, la moyenne. Tu sais, en 10-12 minutes, c'est parfait. Tu ne perds pas personne, c'est condensé, c'est bien. Le match-là a duré 18 minutes. Ah, mais c'est tout le monde, c'est Elimination, puis etc. Là. Ouais, c'est compliqué. Mais, puis c'est tough faire des combats à plusieurs personnes, tu le sais, là, c'est pas évident. Mais je pense quand même que tu aurais pu réduire ça au moins de 3-4 minutes facile. À ce temps ici du pay-per-view, le match est quand même pas mauvais en tant que tel, mais pas non plus exceptionnel. Puis, bon, c'est dur à dire, mais ça, c'est un des matchs avec le premier que j'aurais peut-être coupé de la carte. T'as pas le choix non plus des mettre, je comprends. Ouais. Bon. Et boy, hein, quel match boring puis beaucoup trop long. Là. Ça aurait juste être un pin that's it, là, puis l'équipe après. Là. Ben, puis sinon, rien de mauvais côté technique à part Candido. Là. Sinon, le reste, tout était correct, était solide. Là. C'est juste que c'était juste solide de base. Là. J'ai donné ce match-là 2 sur 5. J'ai donné 2 et un quart, une petite affaire de plus que le premier match. Ouais, puis à date, c'est égalité avec le premier match de la soirée, là, mais tantôt, on va en parler dans le match de la carte. Là, fait que, pourquoi un plus que l'autre? On va en parler tantôt. Les Naturels vont conserver les titres par équipe jusqu'au Impact du 22 octobre contre America's Most Wanted. Young et A1 de Team Canada vont continuer leur feud contre le Tree Life Crew. Et Shelley va bientôt faire un heel turn pour devenir le porte-étendard de la division X pendant plusieurs années. Ben, un porte-étendard, pas le porte-étendard. Non. Et si vous vous demandez pourquoi Waltman n'était pas là, ben, il n'y a aucune raison apparente. Il a juste fait un no-show. Puis c'était pas une storyline. Fait que voilà.
Mm. West Étonné nous parle de Bound for Glory le mois prochain. Et ensuite, on va en arrière, point du temps avec Shane Douglas et le Man Beast Rhino. On va voir dans quelques mois à Legends Mania et Guerre Civile 6. Qui ça? Rhino. Il va être là, Rhino? Oui, il va être là, Rhino. Ah oui, on l'a annoncé sur le podcast, c'est vrai. C'est une joke. OK. Après 4 ans de souffrance dans le monde impitoyable de la lutte, Rhino déclare qu'il n'acceptera plus que des actrices hollywoodiennes lui dictent sa conduite. Il affirme que le match selon les règles de Raven, exactement ce qu'il désirait. Le sang va couler à flot et Raven s'en remettra en question après ça. Rhino promet de la douleur et la victoire. Ça va lui permettre de remporter ce qu'il a toujours voulu, un titre mondial. Rhino, tu as gagné les CW World Title avant de partir. Ouais, mais... Il parle d'un vrai titre mondial, j'imagine, parce que c'est TNA et CW, ça compte pas. Ouais, exact. Je trouve pas ça correct. Finalement, je vais pas avoir qu'il soit là à WrestleMania et que c'est ça. C'est pas vrai. Hey, Rhino. Rhino qui lutte on dirait que ce gars-là aussi, il est pas tuable. Là. Ben, Rhino aussi, on parlait d'R-Truth, on parlait de Roderick Strong, mais il n'a pas changé Rhino non plus. Là. Non, il a un petit peu grossi, mais pas grand-chose. Ouais, mais pas de temps là, quand tu penses à ça. En même temps, on grossit tout. Même toi, t'as grossi. Ben ouais, tu peux pas juger personne pour ça. Là. Moi, non. Moi, surtout Ben là, je parle en général. Là. Ah, ok. Ouais. Match numéro 8, Raven contre Rhino dans un Raven's Rules match. Pardon. Pour le championnat mondial de TNA. Et l'arbitre du match est Rudy Charles. Rhino and Shane et pourquoi Jim Cornette, je comprends pas. Désolé, je t'ai distrait. Je t'ai pas une distraction. Il est à côté de moi, pas ma faute. Motherfucker! Raven lance une poubelle à Rhino qui semble le mettre en colère. Dans le ring, ils ont tous les deux un bâton de kendo. Et combat de bâton avec Raven qui prend l'avantage. Il frappe Rhino avec une béquille, ensuite il l'étrangle. Et Rhino riposte avec des coups de pied, puis l'étrangle avec des nunchakus. Et Raven sort maintenant les tôles à biscuits et étrangle Rhino qui est déjà en sang. Et Rhino maintenant une échelle, il la glisse dans le ring et Rhino saigne abondamment. Rhino frappe Raven avec un baril de bière, ce qui va peut-être arriver à toi bientôt. Et Raven fait à Rhino un bon vieux ankle lock pendant que le sang de Rhino encore coule beaucoup. Rhino se débat et atteint les cordes. Et Rhino s'empare d'une chaise. Et au sol, il frappe Raven. Il utilise maintenant une poubelle et la fracasse sur Raven. Et de retour dans l'arène, Rhino domine Raven avec la même poubelle. Et Raven reprend le ankle lock de cheville. Et Rhino se démène pour atteindre les cordes, se relève et frappe Raven avec la poubelle. Après ça, il prend le fameux stun gun, le fameux fusil à agrafe. Il l'utilise sur le champion Raven. Hey, juste avant que tu continues, quand tu dis il se démène, la prochaine fois, j'aimerais ça que tu rajoutes il se démène comme un diable dans l'eau bénite. Merci. Ah, je pourrais. Je pourrais pas non plus. Raven est en feu et terrasse Rhino. Clothesline sur Rhino. Coup de genou sauté de Raven. Et après, il enchaîne ça avec un combo Clothesline Bulldog dans le coin. 1, 2 et non. Et Raven s'apprête à placer une chaise. Mais Rhino l'attrape et le projette contre la chaise. Il tente de tomber, mais le compte s'arrête à 2. Cassidy Riley est maintenant aux abords du ring, habillé comme Raven. Et Raven porte un DDT parce qu'à l'époque, je pense qu'il était genre un de ses mignons, là, genre un des gars qui voulait être avec Raven. Ouais. Un de ses followers. Puis Cassidy Riley, comme j'ai dit, est maintenant là. Mais Raven porte un DDT, mais Riley intervient. Il s'excuse, ce qui qui provoque la colère de Raven. Et après ça, Rhino frappe Raven avec l'échelle, pardon. Et après ça, il place cette même échelle-là sur une chaise. Il lui inflique. Et après ça, Raven, il fait un powerbomb dessus. Et après ça, Raven pose l'échelle sur la deuxième corde et Rhino lui fracasse au visage. Il tente de tomber. 1, 2 et dégagement de Raven. Oui, t'as dit quelque chose? Tu touches, je fracasse. Fracasse, ouais. Ben, avec le tigre, j'ai fait assez d'affaires des boys. Fait que voilà. Je le ferai pas. Ben, tu vas l'écouter, il va pas longtemps. Raven s'empare du chariot de course et fonce sur Rhino avec et coup de Rhino. Et Raven dans de justesse de percuter le chariot. Croque en jambe de Raven sur le chariot d'épicerie. Et après ça, Jeff Jarrett arrive avec le titre NWA à la main. Et avant qu'il fasse quoi que ce soit, Jeff Hardy entre à son tour, il enlève la ceinture. Et Raven porte le DDT à Double J. Et ensuite à Rhino. Et c'est terminé après un match de fou. Raven est toujours champion. Beaucoup d'actions dans un bon timing condensé dans ce match-là. Un des bons moments de Raven puis Rhino dans leur carrière ensemble. C'était deux piliers de
de la TNA à l'époque. Puis je pense que c'était le bon choix avec du recul, qu'ils ont fait des bonnes choses. C'était pas les deux plus grosses stars en général, mais c'était deux personnes assez connues qui les gens appréciaient d'un côté comme de l'autre. Le combat était solide sans être genre le meilleur de la carte. Je trouvais qu'il a bien fait la job. C'était une bonne. Tu sais, habituellement, le dernier match, des fois, l'avant-dernier match, ça peut être le match un peu faible avant le main event, mais je trouvais que c'était comme plus une demi-finale bien apprêtée dans ce cas-là. Ouais. Un peu comme tantôt avec Abyss puis Sabu, c'est le genre de match que t'aimes ou t'aimes pas. Là. Fait que, mais j'ai trouvé ce match-là un meilleur que l'autre de tantôt, mais pas de beaucoup. Là. Fait que, meilleur que Sabu contre Abyss? Pas de beaucoup. Là. Vraiment, ah ouais? On split des cheveux là, en faisant ça. Là. Okay. J'ai donné la même note que tantôt, mais c'était plus. Comme je dis souvent, quand j'ai la même note qu'un match, puis j'aime un peu plus un match que l'autre, c'est que le match que j'aime plus aurait pas être 3 et 3/4, que l'autre n'aurait pas pu l'être. Ok, je comprends pas, mais je comprends. Non, mais tu comprends dans le sens que, mettons, exemple, je mets 3.5 à l'autre, à un, puis à la même chose à l'autre, mais j'ai mieux aimé l'autre. Ça veut dire que le match que j'ai moins aimé, c'est 3.5, c'est 3.5. L'autre, j'aurais pu aller 3.5, 3 et 3/4. Aïe. Ouais, c'est correct, ça va aller. Une Punch-Lenol, avais-tu? J'en ai 7 là. Parfait. Fait que c'est ça, j'ai le match là 3,5 comme j'ai dit tantôt. Bref. Tu avais donné 3,5 à l'autre aussi? Ouais, j'ai la même chose que l'autre. Ouais. Fait. T'avais dit quoi, toi? Je n'avais pas dit ma note, j'attendais que tu me le demandes. C'est quoi ta note? Moi, j'ai donné 3/4 à ce match-là. OK, fait que t'as mieux aimé l'autre dans le fond. Ouais, j'ai donné 3 et 3/4. Fait que j'ai mieux aimé l'autre que celui-là. Pas de fan de Contact, toi, je pense pas que t'as donné plus à l'autre. Ben, c'était plus spectaculaire, puis. T'as mieux Abyss, puis Sabu. Ouais, puis c'était plus dans ta face. Puis. Non, ouais. Pas grand-chose, mais j'ai apprécié les deux, mais l'autre, je l'ai vraiment beaucoup aimé. OK, parfait. Le règne de Raven va se terminer le 15 septembre, fait que, genre 3-4 jours après ça, quand il va perdre le titre à Jeff Jarrett dans un show de la Border City Wrestling à Old Castle, Ontario, Canada. Puis Jeff Jarrett avait eu l'aide de America's Most Wanted pour gagner la ceinture. Et comme je dis tantôt à plusieurs fois, ben, Rhino va être dans le combat Monsters Ball qui va gagner à Bound for Glory. Et avant d'y aller pour le main event, parce qu'on est rendu là, on a un recap de la rivalité entre Styles, Daniels et Joe. Et après, on va ensuite au match numéro 9. Mesdames, messieurs, ça, c'est le match qui fait la raison pourquoi le monde regarde ce pay-per-view-là. Match numéro 9, AJ Styles contre Samoa Joe, contre Christopher Daniels dans notre combat triple menace pour le championnat X-Division. Et l'arbitre du match, Andrew Thomas. Daniels provoque AJ et Joe qui l'attaquent ensemble. On a une bataille à savoir qui va donner le meilleur coup de pied des omoplates à Christopher Daniels. Et Styles essaie de surprendre Joe avec un roll-up, mais ça ne marche pas à 2 reprises back-to-back. Pardon. Daniels finit par remonter sur le ring. Et l'ange déchu porte un largade derrière la jambe de Styles. Et Joe se précipite sur Daniels qui le ramène avec un beau Insiguri. Et Daniels est projeté au sol et Joe s'acharne sur AJ. Et Daniels évoque une combinaison Bulldog Spin Kick sur Joe et AJ en même temps. Et Joe reprend le contrôle du match et place AJ et Daniels dans les coins opposés. AJ et Daniels esquivent et essaient de frapper Joe ensemble. Et Joe riposte avec des avant-bras. Et Daniels charge, mais reçoit un ST Joe. Et après ça, coup de pied sur AJ sur Joe, pardon. Avant-bras, puis Joe l'achève avec un belly-to-belly suplex dans le coin. C'est suivi d'un face wash. Et Daniels le pousse en bas du ring. Il lui fait un baseball slide et tout ça qu'après ça, avec un split-legged moonsault sur Joe en bas. Superbe de Christopher Daniels. Et parlant de superbe, Daniels et Joe se frappent pendant que AJ se relève et saute dans le temps avec un springboard Shooting Star Press, la 3e corde, avec beaucoup d'élévation. Et c'était vraiment un spot de malade. Et la foule est d'accord, écrit maudite marde. Oh oui. Ouais. Wow. Vraiment là, incroyable. AJ et Joe remontent sur le ring. AJ fait une superbe séquence de saut chassé et il obtient un compte de 2. Daniels remonte dans le ring et frappe AJ et l'envoie dans le coin. Et dans le prochain gros spot du match, Daniels fait un monkey flip à AJ sur Joe, mais Styles qui transforme ça avec un Rana sur Samoa Joe. Et comme dirait M. Rodolphe Giroux, superbe. Wow. C'est-tu dans tes notes, ça? Oui, deep cut. OK. J'ai dit superbe comme devant dans mon texte. Je pourrais dire de quoi différent pour dire superbe. Ouais. Je vais faire ça. Daniels projette AJ en bas du ring. Et pas longtemps après ça, Daniels tente un roll-up, mais Joe il va de son coquina clutch.
et le Fallen Angel est dans le trouble. Et pendant ce temps-là, Styles monte sa troisième corde et saute avec un Spiral Tap sur les deux hommes pour arrêter la soumission. Puis le Spiral Tap, dans le fond, c'est comme un genre de grosse vrille pour faire un splash. Là. Ouais. Fait que vraiment malade comme spot d'AJ. Et il a-tu fait à WWE ce spot-là? Pas souvent. Hein? Ben, il avait dit dans une entrevue récemment que je faisais une couple d'années qu'il était plus capable de le faire. Il l'avait essayé en pratique, puis que il n'y avait plus assez d'élévation, puis il était plus capable de tourner aussi vite. Puis, il est plus gros que dans le temps aussi. Là, il était plus de muscles, fait que non, il était plus capable de le faire. Mais je pense qu'il l'a déjà fait au début, là, mais non, ça faisait un bout qu'il ne l'a pas fait. Plus de cheveux aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Fait que voilà. Il couvre Daniels, mais le compte s'arrête à 2. Et même chose pour Joe ensuite. Après ça, Daniels et Joe s'affrontent seuls dans l'arène. STO de Daniels, il essaie son best moonsault ever, mais AJ fait trébucher CD. Et après ça, Daniels a la tête à l'envers et Joe l'attaque avec un coup de genou et un basement dropkick. Et Daniels soulève Joe et lui fait un Death Valley Driver pour vraiment impressionnant pour le compte de 2 jusqu'à temps que AJ intervienne et casse le pin. Après ça, au sol, AJ rate un moonsault, se relève et Joe lui fait un spinning plancha sans les mains sur les deux en bas du ring. Vraiment, puis les deux ont l'air vraiment knock-out après ça. Là. Je comprends. Et Daniels est renvoyé dans le ring et Joe le suit. Et Joe le coince dans le coin et tente son muscle buster, mais Daniels lui met les deux dans les yeux. Et après ça, AJ entre et lui et Daniels se battent sur la deuxième corde avec des coups de poing. Et Joe se relève et monte et il lance d'un bord du ring avec un double backdrop dans un Christy spot. Et après ça, AJ monte sur la 3 et il reçoit un muscle buster du Samoan. Power slam sur Daniels qui tentait un coup de ceinture. Et après ça, Joe a la même ceinture. L'arbitre essaie de lui prendre. Et Daniels le ramasse avec un Enzuigiri sur la belt, sur la tête de Joe. Vraiment écœurant comme spot, encore une fois. Comme spot, oui. Coup d'avant-bras sur AJ de Christopher. Et il en tente un autre, mais sans défait. Et il court dans les câbles. Dans les bras de Daniels qui lui fait un Blue Thunder Driver comme Sami Zayn. 1, 2 et dégagement du phénoménal AJ Styles. Et après ça, Daniels place AJ pour le meilleur moonsault de tous les temps. Et c'est réussi! 1, 2, mais Joe est de retour et brise le compte. Après ça, Joe, il va d'un coup de pied sur Daniels qui revient avec un brise-mâchoire. Snap Mary, ensuite, CD, il va de son last right, qui est le Crossroads. Mais Joe roule en bas du ring. Après ça, Styles fait un Lion Salt et atterrit derrière Daniels sur ses pieds. Il le prend par la tête et fait un DT renversé, une de ses prises de commerce. Après ça, on a un superplex sur AJ de Chris et tout le monde est à terre. Puis, pour vrai, ce match-là n'arrête jamais. Là. Ce match-là dure 22 minutes, là, mais c'est un des meilleurs 22 minutes ever de lutte professionnelle. Ouais. Puis le pire là-dedans, c'est que ça a l'air qu'il y avait plus de spots prévus là, ce match-là, mais qu'ils ont manqué de temps, je sais pas trop, ils ont manqué leur c'est bien. là. C'est bien parce qu'il y en a assez, je pense. Là. Ouais, mais ça, c'est Stars qui a dit dans l'entrevue plus tard. Là. C'est pas. C'est peut-être pas 5 minutes de plus non plus, peut-être. Là. Non. Mais ouais, OK. En tout cas. Je suis rendu où? Ouais, comme Stars plus tôt. Joe essaie de couvrir les deux après l'autre, mais obtient seulement des comptes de 2. Et on est au dernier droit du combat avec Styles qui fait un pélé sur Joe. Après ça, il le lève et lui fait un rack à torture pour le faire tomber au tapis avec un genre de slam pour un compte de 2. Et parlant de slam, Daniel slam AJ sur Joe. Et après ça, Styles revient avec son Styles Clash sur CD, mais Joe brise le compte encore une fois. Et après ça, Joe fonce sur Daniels qui se tasse du chemin et Joe crash and burn à l'extérieur du ring. Après un échange de coups entre Christopher et AJ, que Daniels gagne avec un coup de genou au ventre de son opposant. Il veut en finir avec les ailes de l'ange, mais Styles bloque ça et backdrop Daniels en pin. Et CD qui garde la prise, malheureusement pour lui. 1, 2 et 3. AJ Styles, le nouveau champion de la X-Division après ce superbe match. Et comme dirait moi, dans le fond, quel match! Ouais. Moi, c'est peut-être le match qui m'a fait dire que Samoa Joe, c'était un de mes préférés parce que c'est un gros gars qui peut bouger, puis je m'identifiais beaucoup à lui parce que j'étais un peu plus gros, puis tu sais qu'un gros gars était capable de faire des moves. AJ Styles, ça a été mon nouveau lutteur préféré hors WWE à l'époque. Tu sais, mettons, là, aujourd'hui, j'ai Will Ospreay, AJ Styles, puis mettons Kenny Omega. Tu sais, si tu veux, dans le même style, là, c'est comme les 3 plus grands de leur génération dans ce style-là. Ça a été complètement fou. Daniel, ça n'a jamais été mon préféré,
Mais est-ce qu'il peut. Il can go dans un ring, là, ça n'a aucun sens comment il était. Puis, selon moi, ce match-là, c'est peut-être le top 5 des meilleurs matchs de l'histoire ever all WWE. Parce que c'est dur à dire à WWE avec Brett, avec Shawn, tout ça, avec les matchs qu'ils ont fait. Mais tu sais, all WWE, des gros matchs, tu as des Ospreay Omega, Ospreay Okada, Okada Omega, tu as Ospreay à AEW, tu as des matchs de même. Là. Mais honnêtement, puis même encore aujourd'hui, je pense que si je me mets vraiment à faire l'exercice, c'est un top 5 des meilleurs matchs all WWE ever. Ben, moi, c'est un des meilleurs matchs ever. Pas juste en 3-way, là, parce que, tu sais, oui, si tu vas juste compter 3-way, c'est le meilleur match ever, là, le 3-way. Là. Mais pour Je pense vrai, que oui, ouais. juste tout court, là, c'est à regarder absolument. Puis moi, quand tu dis un match ever, all WB, whatever, mais moi, je trouve que c'est un des meilleurs matchs ever tout court. Là. Je dis all WWE parce que à cause du style de lutte. Oh, là, ouais. Puis les moments, puis les affaires de même. Là, puis, ouais. Parce que, tu sais, mettons, Benoit, aussi. Triple H, Michaels, le three-way à Mania, c'est un des meilleurs three-way WWE, mais pour des raisons différentes. C'est un style plus, pas slow, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est pas pareil. Pas pareil. Mais oui, tu pourrais le mettre là-dedans facile. Là, je veux dire. Je comprends, ok. Tellement un bon moment. Je comprends, oui. Mais j'ai fait le saut aussi. Mais écoute, pas besoin de tourner autour du pot. Là, ça, c'est 5 étoiles. Là. Ouais, fait que c'est ça. 5 sur 5, moi aussi. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais. Quel bonheur d'avoir revu ce match-là. Ouais. Puis moi, je l'avais jamais vu au complet, fait que tant mieux. C'était sa victoire pendant ce temps-là. Télé West nous remercie d'avoir été là ce soir. Il nous dit de ne pas manquer Bound for Glory le mois prochain. Et c'est comme ça que se termine TNA Unbreakable, édition 2005. Puis je pense que c'est ce match-là aussi qui a fait dire à TNA, OK, AJ Styles, ça va être notre gars pour l'avenir. C'est avec lui qu'on va run down le show. Mm-hmm. Ce combat-là, pour qu'est-ce que ça vaut, là, je sais que tu vas dire que tu vas sûrement chialer après. Là. Mais ce match-là était le premier match de l'histoire de TNA à avoir eu 5 stars de Meltzer. Ouais, ça, on s'en fout. Là. Pas besoin. Voilà, je savais. Tu t'aurais-tu dit quoi? Je t'aurais pas dit que je t'aurais comme incité à le faire après, là? Ben non, mais j'aurais pu le dire avant Meltzer. C'est peut-être. Regarde, dans le temps, mais... Tu dis ça, mais regarde, on donne une note à nous autres aussi. On donne nos notes comme lui. Là. C'est pas comme si, genre, on a notre opinion à nous, puis il a son opinion à lui. C'est correct. Je sais ça. Mais il y a des affaires que Meltzer, là, il est champ gauche. Nous autres, on n'est jamais champ gauche. Là. On est proche ouais, tout le ça temps. Dépend, là. Ça dépend. Ben, ça dépend pas. Là. Pas généralisé, à un moment donné, si tu donnes. Mettons, Darby Allin contre John Moxley, tu donnes 5 étoiles, mais Shawn Michaels contre Kurt Angle, tu donnes 3.5. Chris, à un moment donné, tes lunettes changent-les, grand-papa. Là. Ouais, mais là, il n'y a pas des 3.5 à Kurt Angle et Shawn Michaels. Là. C'est un exemple que je te donne, mais il y en a des matchs de même qui ont un écart qui n'a pas de crise de sens. Là. Ouais, mais c'est son opinion à lui. Oui, il pourrait être plus objectif des fois, je comprends. Mais ça reste son opinion à lui. Je sais. C'est juste qu'il rejoint plus de monde que nous autres. C'est juste ça la différence. Malheureusement. Ben, quand je dis ça, c'est genre 3-4 personnes de plus. C'est pas beaucoup. Là. Ben, en tout cas. Le mois prochain, à Bound for Glory, Styles va défendre avec succès son titre X-Division contre Christopher Daniels dans un combat Ironman de 30 minutes par la marque de 1-0. Et Samoa Joe lui va rebondir avec une grosse victoire contre Jushin Thunder Liger. Et parlant de Samoa Joe, il va remporter la belt X-Division au mois de décembre à Turning Point contre AJ Styles. Un autre bon match. Ça. Ouais. Mais même le Ironman de 30 minutes contre Daniels doit être bon à Chris aussi. Là. Ouais, je pense que c'est 4.5. Là. Ouais. C'est pas 2, mettons. Non, ça c'est sûr. Bref, ce qui conclut presque Unbreakable 2005, le review. Fait qu'on est rendu au moment du show, où on fait le match of the night, le pay match et la note. Facile, ça. Ouais, ça va être facile. Le match of the night, c'est le 3-way main event. Ben oui. Le pay match, moi, j'ai donné ma note à 2 matchs dans ce show-là, mais j'ai donné le pay match au 4-way tag team title match parce que c'était plus long. OK. Moi, j'ai donné au premier match parce que c'était moins intéressant. Ouais, mais ça a duré 5 minutes. 8 minutes. Oh, ça sera pas pour 2 minutes de plus. Là. Trop. Mais. Mais c'est correct. Mais oui, c'est un A, un B, là, évidemment. Ben, c'est plus Z1 puis ZB là, que d'autres choses. C'est plus ça, ouais. Et la note du show, je vais te laisser commencer parce que moi, je suis pas sûr de ma note. Ben, je suis sûr de ma note, mais je suis pas sûr que ça va être. En tout cas, bref, vas-y. J'aurais pu donner peut-être un 0.5 de plus pour ce show-là,
Mais je vais rester quand même objectif parce qu'il y a eu des matchs quand même plus faibles. Mais c'est un excellent, excellent show à regarder. Si vous aimez ce genre de lutte-là, évidemment, là, allez pas voir ça en espérant un show de WWE parce que vous allez je pense que vous allez tomber à votre chaise ou vous allez faire une syncope. J'ai donné à TNA Unbreakable 8 sur 10. OK, ben moi, j'ai donné à Unbreakable 2005 7,5 sur 10. C'est bien. J'ai hésité longtemps avec 7,5 puis 8, là, mais je dis, Ouais. il y a un peu trop de matchs faibles, puis on dirait que mon intérêt était moins là pour beaucoup de matchs dans la carte, fait que ça a peut-être aidé ma note. Ça a peut-être pas aidé ma note, là, en tout cas. Je trouve ça fair quand même pour un show de TNA, là. Ah oui, Si oui, c'est bon. t'enlèves le main event, il y a encore des bons matchs sur cette carte-là. C'est juste que c'est le main event qui overhype le tout, là, mais en tout cas, bref. Ouais. Voilà. Fait que Exact. 8 pour toi et 7,5 pour moi. Fait qu'avec tout ça, ça veut dire juste une chose. Il est où le podcast? Il est où le review de Il est rendu dans le 2005? rétroviseur. Alors voilà. je l'ai laissé parce que je me suis dit, il y a un ou deux qui va faire le call avant la fin du show. Ouais. Fait que, évidemment, c'est ce qui conclut le mois de mars au podcast. Ce qui veut dire qu'on est rendu au mois d'avril, ce qui est de WrestleMania Month, Marco. Mais avant de parler de WrestleMania, il y a une biographie au mois d'avril aussi. Oh oui, le dragon lui-même, Ricky, The Dragon Steamboat. Biographie d'un, en fait, le babyface ultime, parce qu'il n'a jamais été ill dans sa carrière, Ricky The Dragon Steamboat, donc au podcast. Puis sur le thumbnail, j'ai mis le spot où qui sont au poster à toi, là, dans ta chambre. Oui, yes, c'est vrai ça. Hey, pour vrai, là, si tu retrouves ce poster-là, envoie-moi-le, je l'achète. Hey, je sais pas dans quel magazine qui est ce poster. Je sais pas, man, mais c'était tellement random, là. Alors voilà, et aussi dans le mois d'avril, on a ça aussi. Attends. C'est bon. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? À l'époque, j'étais jeune et j'étais célibataire. Tu peux l'expliquer. Non, mais c'est parce que je ramenais des filles à la maison des fois, puis je vivais avec mes parents, puis mes grands-parents. Puis dans la chambre, mettons, tu ramènes une fille, tu dates une fille, tu couches avec une fille, c'est la vie, quoi. Puis mettons, t'es sur le dos, puis t'as la fille, puis là, dans ton champ de maison, t'as le poster de Macho Man puis Ricky Steamboat en même temps. C'est juste ça, ouais, c'est spécial. Ouais, c'est spécial. Parlant spécial, arrête de rire. Oui, un mois d'avril très, très excitant. On va commencer ça avec l'analyse, le classement des meilleurs combats de Shawn Michaels à WrestleMania. Pourquoi on l'appelle Monsieur WrestleMania? On va tout détailler ça en détail. Prochain podcast. On va avoir aussi WrestleMania 14 avec le combat Austin contre Michaels. C'est le dernier combat de Shawn Michaels avant qu'il prenne sa pause in-ring d'une couple d'années avec Mike Tyson comme enforcer. On va avoir aussi WrestleMania 21 avec le match Triple H contre Batista. WrestleMania Goes Hollywood. Il va y avoir plein d'autres bons combats dans cette soirée-là. Un très, très, très bon show. Je vous le dis tout de suite. Ouais. Et c'est tout. Allez voir SmackDown la semaine passée. Le premier pas pilote et bien sûr aussi à travers la table qu'on a la semaine passée. Casey Austin et Katrina Creed. Fait qu'allez voir ça. Puis ne manquez pas ce mardi. On fera l'annonce de notre invité demain pour ceux qui écoutent le podcast le dimanche. Fait qu'on va faire ça. Puis ça va être à 20h30 sur YouTube, Facebook et Twitch. Tu sais qu'est-ce qui est le fun avec le mois d'avril? C'est que j'ai tout fini ce que je devais regarder. Ouais, la seule affaire qui me reste, c'est écrire sur Teams, mais on regarde ça entre nous autres. Bref, c'est conclu le podcast. Marco, merci d'avoir été là. Merci. J'espère que vous avez apprécié le TNA review de Unbreakable 2005. Mais là-dessus, on vous laisse. On se voit la semaine prochaine pour à travers la table et pour le classement des matchs de Shawn Michaels de WrestleMania. Ça, on vous le confirme, ça va être tout de suite. Et on vous souhaite la bonne soirée. Et n'oubliez pas, c'est très important à la maison. Allez, va!